Du dernier épisode glaciaire à nos jours, cachalots et hommes ont entretenu des relations puissantes qui ont influé sur l'évolution sociale et culturelle des uns et des autres. Dans 5 vidéos réalisées en 2019, un épisode particulier de ces relations avait été illustré. Il y était mis en lumière la façon dont les cachalots du Pacifique avaient triomphé entre 1820 et 1860 de leurs agresseurs, les baleiniers américains. Un livre sur le sujet est paru en 2020. Or, il apparaît que cette aptitude organisationnelle extraordinaire des grands cétacés a probablement été acquise lors du dernier épisode glaciaire dans un contexte particulièrement difficile, imposant pour la survie de l'espèce d'importants changements physiologiques et comportementaux. À cette époque, des navigateurs sont entrés en contact avec ces grands animaux et ont élaboré des représentations collectives qui ont perduré jusqu'au siècle dernier. Aujourd'hui, dans ce qui constitue un cas d'école particulièrement spectaculaire, la fracture politique et sociale dont souffrent les États-Unis d'Amérique est directement liée à ce phénomène culturel qui agit comme un nœud d'étranglement, mais qui peut, demain, à l'inverse, être un résoluteur à l'échelle planétaire. Les cachalots survivent à l'âge glaciaire grâce aux spermacéties qui renforcent leur capacité de communication et les rend plus intelligents. C'est donc en quête d'un trésor caché depuis la nuit des temps que les baleiniers de Nantucket se lancent sur l'océan. Cette aventure évoque les innombrables contes populaires où l'objet de la quête se trouve à l'intérieur de la tête d'un monstre. Par exemple, on trouve de nombreux cas dans James George Frazer, Le Rameau d'Or. Jeremiah Reynolds, qui écrira plus tard un récit fictif sur un célèbre cachalot albinos qu'il nommera Mochadik, parcourt, dans la deuxième moitié des années 1820, les régions glacées de l'océan austral en quête de la fontanelle de la Terre. Aspiré comme par un champ magnétique, il suit ainsi le sillage de celui dont il ignore encore tout. Pendant ce temps, les cachalots échappent à leurs agresseurs, réduisant les prises de ces derniers de près de 60% dès les premières années de pêche dans le Pacifique. La mise à l'abri des populations peut s'effectuer grâce à des échanges intenses au sein des groupes, combinés à une bien plus fine connaissance du terrain que leurs ennemis et à une intense propagande à travers les figures de l'Infuriated Whale, la baleine déchaînée, qui attaque le premier et timidifie l'adversaire, et celle du Shy Jack, Jack le timide, qui entraîne les pêcheurs à sa poursuite, jusque dans des endroits où il sait pouvoir aisément les vaincre. Le roman d'Herman Melville Moby Dick apparaît ainsi comme une véritable récapitulation de l'histoire des relations entre le cachalot et l'homme depuis la préhistoire, sous une forme épique. La figure du héros, construite par la société matriarcale des cachalots pendant l'âge glaciaire, rejaillit sous la plume de l'auteur. Déroutés par leur inexplicable défaite, les États-Unis sombrent dans la guerre civile. Ils inaugurent celle-ci par une cérémonie sacrificielle inconsciente, la flotte de pierre. Les nordistes coulent leurs propres navires cachalotiers pour bloquer le port sudiste de Charleston, en vain, une première fois en décembre 1861 et une seconde en janvier 1862, au moment même où, à l'ouest, le Pacifique se déchaîne et inflige un véritable déluge, The Great Flood, sur la Californie et plusieurs autres États. La guerre se conclut par la destruction des baleiniers nordistes chasseurs de baleines franches arctiques. Celle-ci leur est infligée par le navire sudiste Shenandoah dans la mer de Bering, plus de 2 mois et demi après la cessation officielle des hostilités. Son capitaine, James Waddell, sera officiellement reconnu à sa mort en 1886 comme un héros américain, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes,
du moins en apparence. Contrairement à celle du cachalot, la chasse à la baleine franche géante du Pacifique Nord, la bowhead whale, à partir des années 1840, qui entraîne un déclin rapide de celle-ci en mer de Bering, puis en mer de Beaufort, suscite dès ses débuts une controverse sur sa légitimité morale. Le principal artisan de cette chasse à ses débuts, Thomas Wellcome Royce, n'est pas célébré dans l'histoire américaine et reste méconnu. Pourtant, il est le véritable inventeur des techniques modernes de l'industrie baleinière, navires-usines, canons lance-harpons. Il a expérimenté à foison et tué toutes espèces. Le Norvégien Sven Foyn, mondialement célèbre, s'est simplement inspiré de lui. Au printemps 1892, c'est apparemment pour réhabiliter cette chasse, le massacre bat alors son plein dans le delta du fleuve Mackenzie, qu'un curieux article, publié quasiment à l'identique dans 2 journaux de la grande presse américaine, évoque un épisode méconnu de la guerre des cachalots d'une façon baroque et peu crédible. Charles Melville Scamon chasse les baleines grises dans les lagons de Californie au cours des années 1850 et 1860. Dans ces eaux saumâtres et peu profondes, il cible systématiquement les jeunes pour avoir leur mère à sa merci. Mais celles-ci réagissent avec pugnacité. Le combat s'apparente à une véritable nomachie entre navires et dragons. Les pertes matérielles et humaines infligées aux baleiniers infanticides sont supérieures à celles subies face aux cachalots au cours de la première guerre du Pacifique. Scamon reconnaît que, à partir de la deuxième moitié des années 1860, rien n'aurait été possible sans canon lance-harpon. Aucune baleine grise n'aurait pu être atteinte par un harpon traditionnel. Finalement, il exprimera dans un ouvrage scientifique publié en 1874 toute sa fascination et son admiration pour ces animaux. Au XXe siècle, l'image du cachalot passe à la moulinette du taylorisme. Le roman de Melville est à nouveau publié en 1921, mais ses adaptations au cinéma font de l'animal un personnage secondaire de l'intrigue, sans étoffe ni charisme. Les superbes peintures de Rockwell Kent en 1930, puis le film de John Huston en 1956, redonnent superficiellement un certain lustre au cachalot blanc, mais le cachalot réel finit transformé en viande de conserve pour chiens et chats dans les années qui suivent par une entreprise baleinière de San Francisco. Le produit est évidemment nommé Moby Dick, avec une baleine blanche épanouie comme les cochons rieurs des boucheries. Dans le même temps, les baleines bleues, innocentes victimes des Japonais et Soviétiques, sont célébrées et le requin blanc devient le nouvel objet de terreur et de haine.